l'art ne pense pas. Ah, Comment il peut ah. être raciste? Est-ce l'artiste? Mais Jade, on t'écoute. On m'écoute, ok. Ouais. Alors pourquoi je reviens sur l'art peut-il être raciste? C'est à cause d'une énième controverse. Apparemment, c'est ma spécialité de revenir C'est sur ce les... que je constate, là, les controverses. J'aime les controverses. Vas-y. Donc une énième controverse qui a lieu en ce moment dans le monde de l'art contemporain à New York. Donc il faut savoir qu'en ce moment, il y a la Whitney Biennale à New York qui est une exposition qui fait un peu autorité dans le monde de l'art contemporain. Souvent, les artistes qui y sont choisis font de brillantes carrières. Voilà, donc c'est vraiment un assez gros événement. Et puis c'est New York, donc forcément. Et à cette exposition, il y a une œuvre qui s'appelle Open Casket, donc cercueil ouvert, qui a été peint par une artiste du nom de Dana Schutz, qui est une femme blanche. Pourquoi je précise? Parce que c'est important pour comprendre la controverse. Et en fait, ce tableau représente le corps défiguré de Emmett Till. Donc peut-être que tu en as entendu parler, Cyril, probablement en tout cas que tu as déjà croisé sa photo. Emmett Till, c'était le jeune garçon de 14 ans qui a été assassiné au Mississippi en 1955 et dont la mort a été l'un des lancements en fait du Civil Rights Movement, puisque donc ce jeune homme avait été assassiné par deux hommes blancs qui l'accusaient d'avoir flirté en fait avec une jeune femme. Enfin, une jeune femme blanche avait dit que le jeune homme en question avait eu des propos déplacés à son égard, avait même sifflé dans la rue, et le mari de la femme et le beau-frère avaient décidé de prendre les choses en main, de donner une correction au jeune homme, et l'ont tué. Et l'ont brutalement frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Et la mère d'Emmett Till avait décidé de laisser le cercueil ouvert de son fils pour que tout le monde voit la brutalité avec laquelle son fils avait été traité. Donc on voit vraiment l'usage. C'est pour ça que je dis que la photo, vous avez probablement déjà dû la voir. On voit vraiment cet enfant avec le visage complètement défiguré. On ne reconnaît plus du tout ses traits. Et ce cercueil, cette cérémonie avait été prise en photo et la photo avait circulé dans les journaux américains, avait provoqué un énorme émoi dans la population parce que pour rajouter en plus à la douleur de la famille, les deux hommes avaient été poursuivis en justice et avaient été acquittés par un jury composé de 12 hommes blancs. Et la délibération du jury avait duré même moins d'une heure. On racontait même qu'ils avaient pris une pause boisson juste pour gagner encore quelques minutes parce que la délibération avait été très rapide. Et les deux hommes blancs sont sortis libres de cette affaire, n'ont pas été poursuivis. Et ça avait tellement choqué, en fait, aux États-Unis que la mort d'Emmett Till est considérée comme un des événements, si ce n'est l'événement fondateur voilà, du Civil Rights Movement. Donc, nous sommes en 2017 et donc cette femme blanche réalise une peinture du corps d'Emmett Till et ça déclenche de nouveau de très grosses critiques. Il y a une pétition pour enlever en fait la peinture. Il y a un appel d'une artiste noire du nom de Anna Black qui va faire une lettre ouverte pour demander non seulement est-ce que la peinture soit enlevée du musée mais qu'elle soit détruite. Pourquoi il y a toutes ces critiques envers ce tableau? C'est parce que, comme je le dis souvent, lorsque je pense que je le dis à chacune de mes chroniques, il faut remettre le tout en contexte. Aucun événement, aucune action, aucune vie ne se fait sans contexte. Et c'est pareil pour l'art. L'art n'est pas dans une bulle. L'art s'inscrit dans un monde qui est malheureusement marqué par des rapports de pouvoir, par des rapports de discrimination, par des rapports raciaux. Et lorsqu'on remet cette peinture dans le contexte actuel, on peut comprendre et surtout on voit en fait pourquoi il y a autant de critiques envers ce tableau. Alors pourquoi il y a autant de critiques? Eh bien parce que malheureusement, ce tableau s'inscrit dans une longue tradition de récupération de la souffrance des Noirs, des corps noirs, des morts des Noirs, par le regard, par les paroles, par le capitalisme blanc. Donc on a une population blanche privilégiée qui capitalise en fait sur la souffrance, sur les morts des Noirs et surtout qui prend une place puisque, comme on va le voir par exemple avec la Whitney Biennale, il y a une très très petite minorité d'artistes racisés. À chaque fois qu'il y a la Whitney Biennale, c'est toujours une grosse majorité d'artistes blancs et une très petite minorité d'artistes racisés. Et ce sont donc des artistes qui n'ont pas, les populations noires et racisées n'ont pas la place, n'ont pas l'occasion, ne sont pas invités en fait à s'exprimer eux-mêmes sur leur vie, sur leur vécu. Mais par contre, on va laisser cette place à des artistes blancs qui vont aller produire en fait du matériel, produire un discours, produire du spectacle, produire des œuvres d'art sur des souffrances, sur des histoires, sur une histoire avec le grand H d'une population
une histoire finalement qui ne leur appartient pas. Donc c'est de l'appropriation culturelle. Certains disent même c'est de l'appropriation de la souffrance pour le capitalisme blanc. Pourquoi je parle de longue tradition? Parce que je n'arrive jamais sans exemple, je n'arrive jamais sans donner. J'attendais. Toujours. Alors je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais en France il y a eu en 2014 le cas de Exhibit B, qui a été une exposition donc qui a tenté en fait de monter, enfin qui a été montée, c'est une exposition qui bougeait, qui devait arriver à Paris, qui a été organisée par l'artiste Brett Bailey, qui est un homme blanc, qui a grandi en Afrique du Sud, d'une famille anglo-hollandaise, si je ne dis pas de bêtises. On connaît tous le contexte de l'Afrique du Sud, on sait ce que ça représente, le privilège d'être blanc dans le contexte de l'Afrique du Sud. Donc il monte cette exposition où il s'intéresse en fait aux rapports raciaux, et il monte une exposition qui recrée les fameux zoos humains du 19e siècle. Ce sont des expositions où il engage des artistes, enfin il engage des figurants et figurantes noirs à poser dans des cages, à recréer véritablement les zoos humains pour le spectateur, donc qui paye pour aller voir de nouveau des gens en cage. L'exposition a été annulée à Londres. Et lorsqu'elle arrive à Paris, beaucoup de collectifs antiracistes, beaucoup de collectifs décoloniaux, le collectif Moi Aussi par exemple, vont énormément militer pour demander l'annulation de cette exposition, partant du principe que, encore une fois, déjà ce qui choque beaucoup, c'est qu'il y a cette exposition avec des esclaves, mais il n'y a pas d'esclavagistes. Il n'y a pas de blanc en fait dans son exposition. On a l'impression que les Noirs sont devenus esclaves tout seuls. Ils se sont enchaînés tout seuls. Donc il y a déjà la première question, si vous voulez parler des rapports entre blancs et noirs, où sont les blancs? Parce qu'on représente toujours les Noirs en tant que victimes, mais pour qu'il y ait victime, il faut qu'il y ait bourreau. Or, systématiquement, lorsque vous représentez l'histoire, vous enlevez les bourreaux. Donc il y a une impossibilité il y a un refus finalement de la part de l'artiste, de la part du producteur blanc, à se réapproprier sa place dans l'histoire qui était donc la place de bourreau. Donc déjà, il y a cette critique-là. Et puis il y a la critique du fait que, encore une fois, on offre finalement en spectacle les Noirs, on récupère un processus raciste sous prétexte de condamner le racisme, mais à un moment donné, vouloir condamner le racisme en récupérant les mêmes processus racistes, on fait le jeu du racisme. Et encore une fois, ça permet de poser la question, qui est offert en spectacle, au spectacle de qui? Qui est regardé par qui gagne de l'argent? Qui capitalise? Qui est privilégié dans le spectacle? Ce sont toujours les Blancs dans cette affaire-là. Donc, il y a déjà Exhibit B. Les mêmes critiques qui vont être apportées ne vont pas être entendues. Donc on va carrément répondre aux collectifs qu'ils ne sont pas objectifs, qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Il y a cette idée que bon, finalement, l'art c'est quand même quelque chose de supérieur. Donc le fait qu'ils réagissent prouve qu'ils n'ont pas le moyen de comprendre, de vraiment percevoir ce qu'est l'art, qui est supposé être donc cet art qui est sorti en fait de toute possibilité de critique, qui devient objectif, qui devient inattaquable. Donc il y a déjà, même dans les critiques, on retrouve ce relent raciste de finalement l'art ce n'est pas tellement pour vous, puisque la preuve, vous ne pouvez pas le comprendre, mais on peut faire de l'art sur vous. N'est-ce pas une façon de penser? Oui. Mais alors, voilà, c'est toujours, on va produire sur vous, mais on ne vous invite pas à parler. On va confisquer votre parole, on va confisquer vos corps, on va confisquer votre histoire, mais restez à l'extérieur. Ce n'est pas à vous de produire ces discours, c'est à nous. Donc il y a déjà cette critique de cesser d'utiliser notre histoire pour produire vos discours, cesser de ne pas nous inviter ou de nous laisser dehors. Et lorsqu'on fait critique, lorsqu'on essaye de faire dialogue, de délégitimer notre parole par rapport à notre propre histoire. Donc on peut encore revenir, on connaît également malheureusement la Vénus Hottentote. Tout le monde connaît l'histoire, il y a eu un très grand film. Ce que je veux remettre en contexte également, c'est qu'elle, non seulement elle meurt malheureusement dans des conditions très pauvres en 1815, mais on va faire également un moulage de son corps, et un moulage qui va être utilisé à des fins de science pour alimenter un discours scientifique raciste, mais ensuite on va utiliser ce corps, on va l'exposer au musée de 1937 à 1974 en France, et ensuite on va se rendre compte que peut-être c'est un peu problématique, donc on va mettre tout ça, corps, squelette, etc. en réserve. Donc on va le mettre en réserve comme un pot finalement, jusqu'en 1994, alors que depuis 1940, il va y avoir des demandes de retourner en fait le corps de la Vénus Hottentote à son pays d'origine pour pouvoir l'enterrer avec le respect qui lui est dû. Et les demandes vont être faites depuis 1940 au musée français, qui va accepter qu'en 2002 de restituer le corps de la Vénus Hottentote. Donc on se rend compte vraiment de 1815 jusqu'à 2002 avant qu'on considère que cette femme a le droit à être enterrée et a le droit à être retournée chez elle. Donc vous voyez le temps.
le temps qu'il faut pour que la critique soit entendue, pour qu'elle soit acceptée, pour que le respect arrive, mais surtout le regard, encore une fois, ce n'est pas une femme blanche qu'on met en exposition dans un musée, c'est une femme noire, et c'est une femme noire qu'on considère si peu qu'une fois qu'on se dit qu'elle est un peu problématique, on la met en réserve, elle est déshumanisée. C'est une des plus grosses critiques qui est apportée, c'est qu'à force d'utiliser les corps sans vie des noirs comme matériel artistique, on finit par oublier que c'était des êtres humains, elle est déshumanisée totalement. Et c'est une chose qu'on remarque également, vous avez sûrement beaucoup vu tourner des photos de lynchage aux États-Unis, par exemple, avec ces corps pendus dans les arbres et la foule en dessous. Ce sont des cartes qui étaient vendues comme cartes postales. C'était des images qui étaient vendues comme cartes postales aux États-Unis, qu'on peut retrouver également dans certains musées en Europe. Et ce sont encore des images qui sont particulièrement utilisées lorsqu'on fait des documentaires, lorsqu'on fait des reportages sur la ségrégation. L'image apparaît, par exemple, dans le film de James Baldwin, I'm Not Your Negro. Donc ce sont vraiment des images qui sont très très souvent réutilisées pour faire exemple, mais il y en a beaucoup aussi qui répètent encore et encore pourquoi on a une telle facilité à partager les représentations d'êtres humains morts, de cadavres. Lorsqu'on fait actualité, lorsqu'on voit les photos qui tournent sur Facebook et qu'il y a un massacre par exemple mettant en cause une population noire, les photos sont particulièrement choquantes. On n'hésite pas à repartager encore et encore les photos de personnes mortes dans la rue pour choquer le regard, mais lorsqu'on regarde, lorsqu'il y a de tels massacres dans un contexte où la population des victimes va être majoritairement blanche, il y a une pudeur par rapport à ces photos-là. Il y a une pudeur par rapport au corps blanc. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'on a une manière de traiter les morts et la souffrance noire qui tend à la déshumaniser parce qu'on est tellement habitué à représenter les noirs en tant que victimes qu'au final, il n'y a absolument plus aucune pudeur à s'approprier ces corps, à s'approprier ces histoires et à en faire des traits narratifs. Une pudeur qu'on retrouve pourtant pour des populations blanches où on va faire attention à pas donner les images des corps, à donner les images des enfants, etc. Donc pour en revenir au tableau de Dana Schutz, elle a donc cette énorme controverse. Beaucoup d'artistes vont aller manifester au sein du musée. Il y a par exemple Parker Bright, qui est également un artiste afro-américain, qui va aller se poster devant le tableau avec un t-shirt marqué Black Death Spectacle pour bloquer en fait l'image du tableau au public du musée et pour, avec son t-shirt, montrer que, encore une fois, on a la mort noire qui est offerte en spectacle et en spectacle de qui? Au regard blanc, parce qu'il faut aussi remettre en contexte qui va le plus au musée, qui en a les moyens, qui est privilégié. Donc tout ça, il faut remettre en contexte pour comprendre pourquoi il y a un appel à enlever ce tableau et à pousser les artistes blancs à prendre conscience que leurs actions et leurs productions s'inscrivent dans un contexte. Parce que finalement, et je vais conclure avec cela, le point commun qu'on a eu avec la Vénus Autantote, mais surtout avec Exhibit B, avec Open Casquette, c'est que les artistes disent moi j'ai produit ça pour attirer l'attention sur le racisme, je suis quelqu'un de rebelle. En tant que blanc, je me force à regarder le racisme. Et en fait, les pétitions, les appels à descendre les tableaux, les collectifs disent ça n'a absolument rien de rebelle ce que vous êtes en train de faire. En fait, vous vous inscrivez dans une tradition qui légitime, qui renforce la possibilité du regard blanc et de la parole blanche à prendre une place où nous, on ne nous laisse pas parler. Donc ça n'a absolument rien de révolutionnaire. Au contraire, ça légitime votre position. Dana Schutz, face aux critiques, refuse de descendre le tableau, mais dit je ne vais pas vendre le tableau, je ne me ferai pas d'argent avec ce tableau. Mais là encore, c'est prendre ceux qui critiquent pour des imbéciles, puisque certes, elle ne va pas se faire de l'argent voilà, directement avec ce tableau. Mais la controverse du tableau lui a apporté une telle publicité que tous les spécialistes de l'art disent, au final, elle va gagner grâce à ce tableau. Elle a déjà gagné grâce à ce tableau. On ne parle qu'elle. À la Biennale, c'est des centaines d'artistes. On parle qu'elle. Tous les articles parlent d'elle. Elle est devenue célèbre. Le tableau lui a déjà servi. Et c'est systématiquement ce qui se passe, en fait, lorsque des artistes blancs s'approprient l'histoire des Noirs. Ils gagnent. Ils gagnent capitalistes, tandis que nous, on nous confisque encore notre parole. Donc c'est pour ça que j'aimerais conclure, en fait, avec les propos d'Amandine Gay. Décidément, je la cite systématiquement. Mais elle a fait un article sur Slate. Je vous mettrai également l'article de Mrs. Roots et l'article de Ikimov en lien sous la chronique, puisqu'elles reviennent en fait sur l'Exhibit B et vous pourrez avoir beaucoup plus de détails et beaucoup plus de critiques par rapport à ce qui s'est passé en 2014 et ce sont de très très bons articles si vous voulez déconstruire. Et donc Amandine Gay a fait un article sur Exhibit B mais qui s'inscrit également
typiquement dans le même, ce qui montre à quel point on a l'habitude. Exactement. Amandine Gay a écrit: les blancs et les blanches doivent apprendre à questionner leur, et du coup notre histoire et leurs privilèges sans avoir recours aux noirs. Donc les blancs et les blanches doivent apprendre à questionner leur histoire en interrogeant leur place en tant que blancs, en interrogeant leur place en tant que bourreaux. Parce qu'à force de toujours regarder les victimes, on en oublie qu'il y avait des bourreaux. Donc finalement, il faut prendre conscience et accepter que leur parole ne doit plus primer sur la nôtre. Voilà. Merci, merci beaucoup Jade. J'avais 2-3 questions, je vais te les poser plus tard. D'accord. Mais j'avais 2-3 questions là-dessus. On va faire notre extrait musical, on va continuer l'émission tranquillement. Mais voilà, encore une fois, on invite les gens, ceux qui ont envie de réagir sur nos différentes chroniques, n'hésitez pas à aller le faire sur la page de l'émission. Vous avez les chroniques et vous réagissez là-dessus.